Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plat du jour. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est passionné du terroir et des produits français et qui évite au maximum les produits ultra transformés. Bonjour Philibert. Bonjour Daniel, oui en effet je cuisine pas beaucoup mais c'est pas pour autant que je cède à la facilité des produits transformés. Je préfère les produits bruts, les produits frais pour manger simple mais bon. Alors Philibert, ça fait longtemps que je te parle de nos invités. Tu sais que depuis quelques mois, j'ai rêvé de les interviewer sur Business of Bouffe pour mieux comprendre ce qu'est concrètement un produit ultra transformé. Nos invités aujourd'hui ont cofondé une société qui plaide pour une alimentation plus saine et moins transformée. Nous sommes avec les fondateurs des SIGA, Kelly Frank et Harris Christoudoulou. Bonjour Kelly, bonjour Harris. Bonjour. Alors Kelly, Harris, vous avez une demi-heure pour nous apprendre ce qu'est un produit ultra transformé, les risques liés à leur consommation et comment les éviter. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Attention, j'ai allumé le chrono. Tout à fait. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et surtout présenter SIGA? Kelly, est-ce qu'on commence par toi par exemple? Honneur aux femmes. Enchantée, donc moi je m'appelle Kelly, je suis issue d'un cursus agroalimentaire agronome. Moi depuis le début je suis passionnée par le goût des aliments, l'origine du goût, à comprendre en fait qu'est-ce qui fait la typicité d'un produit. Et depuis 3 ans et demi, du coup j'ai intégré SIGA en premier employé. On a cofondé l'entreprise SIGA avec Harris et donc on s'intéresse au goût des vrais aliments et donc à des ingrédients qui seraient peu transformés et des aliments qui sont bons pour la santé. On va y revenir. Et toi, Harris? Harris Christoudoulou, enchanté. J'étais au Brésil justement quand... On va faire un petit passage en portugais après. Ok, avec grand plaisir. Allez-y, commencez. Com grande prazer. J'étais au Brésil en difficulté dans les rayons pour identifier les meilleurs produits alimentaires avec des listes d'ingrédients assez phénoménales qui se présentaient à moi. Donc j'ai regardé un peu les différents scores qui existaient pour rendre compte de la qualité des aliments. J'ai alors découvert le score Nova qui pour la première fois ne rentrait pas sur les nutriments mais sur les procédés appliqués aux aliments et ingrédients qui les composent. À mon retour en France, j'ai fondé SIGA avec des scientifiques pour travailler à une méthodologie qui permettrait à coup sûr de discriminer ces aliments à partir des informations légales. Ça étudie tout. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous parler de SIGA? Qu'est-ce que c'est le concept concrètement? Quelle est l'origine du projet? Tu as commencé à nous en parler. La volonté de SIGA, c'est d'apporter une aide aux consommateurs pour mieux s'orienter dans les rayons, pour effectuer de meilleurs choix alimentaires. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'études épidémiologiques qui ont été faites avec ce concept d'aliments ultra transformés et toutes établissent des conclusions de forts aspects délétères à la surconsommation de ces aliments ultra transformés. Donc on a travaillé sur une méthodologie qui permet de les discriminer. On présente ceci aux consommateurs dans une application avec un indice qu'on retrouve dans d'autres applications par ailleurs, qu'on va commencer à retrouver sur des packagings de produits alimentaires aussi, et un indice que l'on utilise avec les professionnels de l'industrie agroalimentaire pour les aider à améliorer très concrètement leur offre. Tu as fait référence, quand tu parlais de l'origine du projet, de la classification Nova. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs en quoi consiste la classification Nova? Oui, alors la classification Nova, c'est la première classification alimentaire qui ne discriminait pas les aliments en fonction des gras, sucres, sel, mais en fonction des procédés appliqués à l'aliment et ingrédients qui le composent. Est-ce que c'est du procédé mécanique thermique simple? Je suis alors pas peu transformé. Est-ce que c'est des procédés un peu plus drastiques? Peut-être qu'Ellie reviendra dessus. Alors là, on est dans de l'ultra transformé, on isole, on purifie. Entre les deux, on a les aliments dits transformés, c'est du pas peu transformé dans lesquels on rajoute du gras, du sucre ou du sel. D'accord. C'est ça qui est important, c'est que c'est ça finalement qui est nocif, c'est le fait que le produit soit travaillé, soit transformé, c'est pas uniquement le fait qu'il soit trop gras, trop sucré. En fait, on se rend compte effectivement que plus on vient purifier, dégrader, dénaturer des ingrédients et plus leur potentiel santé diminue. Et donc, in fine, en fait, les aliments assemblés, étiquetés, sont des aliments dans lesquels on va retrouver plusieurs ingrédients et effectivement, plus on a d'ingrédients ultra transformés dans un produit et plus c'est problématique. Quand tu dis potentiel santé, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un risque de maladie cardiovasculaire, cancer, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour parler de potentiel santé, donc c'est la capacité d'un aliment à être bon pour la santé, on peut plus seulement regarder l'aspect nutritionnel, c'est-à-dire se dire est-ce que c'est riche en gras, sucre, sel, protéines, fibres. On se rend compte qu'une des composantes principales, c'est ce qu'on appelle l'effet matrice, donc la structure, comment sont agencés ces nutriments entre eux, et donc ça renvoie directement au process d'obtention.
ce n'est absolument pas la même chose, mais même si vous êtes à calories égales, de consommer une pomme, sa purée ou son jus, puisque les sucres ne sont pas du tout assimilés de la même manière. Et donc ça, c'est vrai pour la pomme, mais c'est vrai pour tous les ingrédients, aliments. Et retrouver effectivement dans un aliment complexe, on imagine l'impact. C'est la même matière première, mais c'est le fait de le transformer qui le rend dangereux pour la santé. Et c'est ça les études dont vous parliez tout à l'heure qui aujourd'hui prouvent. Alors c'est avéré ou c'est parce que tu disais pas vraiment le terme avéré, ces études, elles ont quel statut aujourd'hui? Alors il y a une distinction entre transformé et ultra transformé. L'ultra transformation, il y a bien des marqueurs dans les produits. Les transformés, c'est du gras succel ajouté. Alors les études qu'on a aujourd'hui, c'est des études épidémiologiques qui présentent des associations. Donc il n'y a pas de lien de cause à effet, mais ce qui est le cas de la majorité des études épidémiologiques qui sont utilisées en matière de santé, que ce soit pour l'alimentation ou bien d'autres sujets. Quand on se penche un peu sur ces études, ce qu'on observe, c'est que les résultats sont particulièrement significatifs et se répètent sur chacune des études. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé d'études qui montreraient un bénéfice santé à la surconsommation de ces aliments ultra transformés. Pour se donner un ordre d'idée, il y a combien d'études qui tendent vers ces résultats-là? Aujourd'hui, il y en a une 60aine d'études épidémiologiques. Faites dans le monde entier par différents labos, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Tout à fait, tout à fait. Et si on revient un peu sur la notation SIGA, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents types, comment fonctionne la notation, quelle est la façon comment vous évaluez ces produits-là et quels sont les différents types? Vous avez, je pense, 7 niveaux de produits ultra transformés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça? Donc comme l'a dit Harris, on est parti de la classification Nova, donc en 4 groupes, et nous on a proposé une classification plus exhaustive et plus précise en 7 groupes pour le consommateur. Donc vous avez effectivement les produits bruts, ça va des produits bruts 1 à 7 ultra transformés avec au moins 2 marqueurs d'ultra transformation. Donc le 1 on peut y aller, on peut le consommer, le 7 à fuir. Voilà, à limiter. Ils sont gentils. Conformément aux recommandations ou aux objectifs de l'État. Ouais. Tout à fait. Et effectivement, on va avoir, donc on passe du brut au peu transformé. Donc c'est dès qu'on a un process thermique ou physique simple, la mise en jus, la cuisson, mon steak donc, cuit. Donc des pommes, c'est déjà un produit peu transformé. Tout à fait. Donc qui sera quoi, catégorie 2? Qui sera 2. Mais ça, rassurez-moi, c'est pas dangereux pour la santé. Non, effectivement, c'est les aliments qu'il faut privilégier. Ensuite, on bascule dans le groupe des transformés en 3 et 4. Donc 3, en fait, on a ajouté des matières grasses, sucre, sel peu transformés à d'autres ingrédients peu transformés. Donc c'est classiquement dès qu'on va faire une salade assaisonnée avec un peu d'huile, dès qu'on va faire une tarte avec épinards, saumon, que sais-je. Et dès que vous allez rajouter... Si on fait la pâte chez nous à la maison, parce que si on part sur une pâte de la grande distrib, c'est pas pareil. Pas toutes. On a regardé les tutos, mais on en parlera après. Et ensuite, dès que vous ajoutez beaucoup de gras, sucre, sel, en fait, vous êtes en 4, mais vous restez transformé, donc vous restez dans la catégorie des aliments qu'il faut privilégier. Une tarte fait maison très gourmande, un beurre reste un produit transformé gourmand. Qui sera noté 4, effectivement. Qui reste un produit... Voilà, on est informé, en fait, si vous voulez, sur la quantité de gras, sucre, sel ajouté, mais par contre, c'est des vrais aliments qu'il faut privilégier. Donc là, on est de 1 à 4. Et ensuite, 5, 6, c'est l'ajout d'un seul marqueur d'ultra-transformation. Et de la même manière, en fait, en 5, on est équilibré et en 6, on est gourmand. On peut donner des donc exemples de produits? Bien sûr, c'est tout par exemple, un yaourt qui serait fortement sucré avec un arôme naturel, par exemple. L'arôme naturel, c'est un marqueur d'ultra-transformation. Donc là, ça devient un produit dangereux si on en consomme trop. Oui, c'est dangereux. Alors attention au terme dangereux. En fait, c'est la consommation excessive qui est délétère pour la santé. En fait, il faut imaginer que c'est pas le fait de manger une fois un aliment qui pose problème, c'est le fait que ce soit répété toute la vie, tous les jours, etc. Tout à fait, puisqu'en fait, le propre d'un aliment ultra transformé, c'est des ingrédients qui sont dépourvus en fait de tous les composés bioactifs protecteurs qu'il pourrait y avoir naturellement. Par exemple, c'est la différence entre utiliser une farine ou utiliser un amidon. La farine, j'ai encore des fibres, des minéraux. Donc, quand je mets de la farine dans un produit, j'ai encore comment dirais-je, j'ai tous les composés d'intérêt qui vont être bénéfiques pour la santé. Si maintenant j'ajoute l'amidon, en fait, c'est comme si on prémâchait un peu le travail, puisque l'amidon, on est venu isoler en fait un composé d'intérêt. Et donc, c'est le fait de prémâcher le travail au corps sur une quantité d'ingrédients impressionnante qui fait que le corps, in fine, en fait, se dérégule et on voit apparaître des maladies chroniques à terme. Très intéressant. Tu parles des marqueurs d'ultra-transformation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'une façon assez pédagogique pour qu'on comprenne exactement et nous donner à chaque fois des exemples? Sur votre site, vous parlez des levures, extraits des levures ou lait, protéines des laits.
Tout à fait. Alors, un marqueur d'ultra-transformation, en fait, c'est assez simple. C'est un ingrédient soit qui est obtenu par synthèse, donc ça, on imagine assez bien, en laboratoire, on obtient une molécule souvent pure, soit qui est obtenu du naturel, mais qui est tellement purifié ou dénaturé qu'en fait, c'est exactement comme si je l'avais fabriqué en laboratoire. Donc, c'est des substances qui sont chimiquement définies, qui ont peu d'intérêt nutritionnel, puisqu'en fait, on vient pas avec une complexité comme on trouve dans la nature, on est venu purifier, et donc c'est souvent des substances qui sont assimilées beaucoup plus rapidement que si elles étaient naturellement dans un aliment. C'est par exemple les pectines qu'on trouve dans les confitures, ça fait naturel, mais en réalité la pectine qu'on trouve dans les confitures est une pectine soit extraite de manière à n'avoir en fait que la pectine pure. La pectine de synthèse, je crois que ça n'existe pas, mais c'est effectivement le fait d'obtenir in fine un composé qui est pur, qui est isolé de tous ces composés qu'on retrouve naturellement dans un produit habituellement. Pectine pure. Enfin, la pectine en tant que telle n'est pas dangereuse, c'est ça? Ou non, le fait que la pectine, ça veut dire que la pectine, c'est une fibre naturellement présente dans les pommes, dans un certain nombre de fruits. L'avoir transformé mais le fait de l'isoler, en fait, on l'isole et elle sera pas du tout ingérée comme si elle était contenue naturellement dans une pomme. Et l'exemple, on peut vous en citer un certain nombre, mais après, on a des ingrédients qui sont encore plus dégradés, comme par exemple le sirop de glucose, qui est obtenu à partir d'amidon isolé puis hydrolysé. Donc là, on peut difficilement faire ça, faire pire, ultra transformé. Voilà, c'est un ingrédient effectivement qu'on peut et qu'on retrouve faire que dans l'industrie et qu'on retrouve tout à fait. Sirop de glucose, juste parce que sirop de glucose, ça fait un peu chimique, plein de noms différents, mais ça fait utilisé industriellement et dans les packaging. Il peut s'appeler il peut s'appeler je sais pas quoi. Alors, non, le sirop de glucose peut pas s'appeler mais il va s'appeler sirop de blé, sirop de maïs, glucose. Sirop de maïs, ça me fait pas peur. C'est en mignon, fait, alors il y a une astuce là-dessus, c'est que dès que vous avez un sirop et c'est une céréale, les céréales, vous savez, le maïs, le riz, c'est pas sucré. Pour que ça soit sucré, en fait, il faut qu'il soit hydrolysé, donc coupé en tout petits morceaux pour qu'on ait la perception de sucre. Donc, si vous voyez sirop d'avoine, sirop de riz, sirop de maïs, c'est que c'est pas logique que ça soit sucré. Versus le sirop de date, le sirop de date, oui, c'est sucré, c'est logique. Sirop d'érable également, mais voilà. Pourquoi les industriels, j'ai un peu la réponse, mais pourquoi les industriels utilisent ces produits-là? C'est que dans les produits industriels, on est d'accord? Quelles sont les grandes fonctions? C'est parce qu'ils le font pas par plaisir, je me doute. Il y a diverses dominantes. Il va y avoir des aspects de prix. Il va y avoir des aspects de tenue dans le temps du produit, donc de conservation, texture. Ou après organoleptique pour reproduire des textures, des formes, des couleurs, ou parfois cacher certains aspects. Le goût aussi. Mais ça a un intérêt fonctionnel, très souvent. C'est des goûts. Bien sûr. Et je pense que la présence des produits avec des marqueurs de ultra-transformation, c'est quelque chose qu'on a vu croître ces 10, 20, 30, 40 dernières années avec l'évolution de l'industrie agroalimentaire. Tout à fait. Et ce qu'on observe, c'est que ça y est, le consommateur, il a plus ou moins compris que les additifs sont effectivement à bannir et à éviter. On voit des sans conservateurs, sans colorants sur les paquets. Mais attention, tous les ingrédients problématiques ne sont pas des additifs, et nous on l'observe dans toutes les études que l'on fait. La majorité des marqueurs d'ultra-transformation ne sont pas des additifs. Les graisses raffinées, les amidons, les arômes, ça, c'est etc. Un point très important. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que en fait de plus en plus il faut être averti sur quels sont les ingrédients que je dois éviter, parce que le E ne suffit plus, et les industriels l'ont bien compris, puisqu'ils remplacent un certain nombre d'additifs par des ingrédients qui ont strictement la même fonctionnalité, et c'est pour ça qu'on en revient à cette fonctionnalité. Il faut pas s'arrêter à l'étiquette et à la mention sans conservateur, parce que s'il n'y a pas de conservateur, souvent c'est qu'il y a d'autres choses, et même un petit nom sympa comme sirop de je sais pas quoi peut être un produit dangereux. Surtout que les conservateurs sont peut-être les additifs les plus intéressants, parce qu'ils vont permettre de nourrir des métropoles avec des grandes populations, faire voyager des produits. Ils sont peut-être plus intéressants en réalité pour nourrir les populations que des texturants, des colorants. Ce serait moins certains conservateurs, oui, parce qu'il pourrait avoir des conservateurs naturels moins dangereux parce que moins transformés, ou c'est ça. Alors sur les conservateurs, effectivement, il y en a un certain nombre qui sont identifiés comme à risque. Donc on parle des nitrites, des sulfites, des phosphates, mais il y a d'autres antioxydants et conservateurs qui sont
effectivement des marqueurs d'ultra-transformation, mais ne semblent pas tout aussi risqués que pourraient l'être les autres conservateurs que j'ai précédemment cités. Peut-être que ce seraient les dernières choses à retirer des produits en réalité. Peut-être qu'on aurait tout intérêt à retirer d'abord ce qui est texturant, épaississant, colorant, parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est pour nourrir les populations. Mais mettons-nous à la place des consommateurs lambda, en fait, qu'avant il allait au supermarché, il voulait juste prendre 2-3 produits. Et là, la complexité de faire ses courses, ça devient... On a aujourd'hui 5-6 apps installées et chaque app va te mesurer une dimension du consommateur qui n'a pas une maîtrise de biochimie, comment il fait? Alors, on a complexifié parce qu'on regarde beaucoup d'indicateurs aussi. Il faut se poser la question de l'utilité de certains indicateurs. Sans tel ingrédient, un ingrédient, est-ce que ça a une réelle utilité? Peut-être qu'il y a des indicateurs macro à regarder en priorité. Peut-être qu'on pourrait regarder est-ce que cet aliment est simplement transformé versus ultra transformé, avant d'aller regarder dans le détail peut-être même des nombres de calories, des fibres, des sucres. Je vois un certain nombre de personnes qui effectivement sont de plus en plus attachées à diminuer le nombre de calories consommées ou à faire attention au gras, au sucre, au sel quand ils prennent un produit. Mais ceci se mesure au niveau du régime, ça se mesure pas au niveau d'un produit en réalité. Bien sûr. Ça, juste pour se donner un ordre de grandeur et prendre la dimension, aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer le poids des produits transformés dans l'offre de la grande distribution? Ultra transformés, parce que c'est très différent. T'as raison, en fait. ultra transformé. Donc, dans ce que nous, on a calculé, ce qu'on retrouve à peu près dans des études qui sont menées par d'autres équipes aussi, c'est à peu près 2/3 des assortiments en grande distribution classique. C'est énorme. C'est moindre dans les réseaux SP, bio, mais ils n'en sont pas exempts. Donc, on a encore, je crois, 40% à peu près d'ultra transformés dans ces réseaux. Bio, oui, ça. Le bio n'existe pas. Alors, dans le bio, il y a moins d'ultra transformés en proportion. Il y a moins de marqueurs d'ultra transformation aussi dans les produits, à peu près 1/3 en moins. Mais c'est pas quelque chose qui est protégé aujourd'hui de l'ultra transformation. Bien sûr. Et pour ce qui est ça fait pas partie du cahier des charges du bio, en fait. C'est pas... Non, alors il y a certains marqueurs qui sont exclus, puisqu'on a exclu beaucoup d'additifs. Et puis les arômes de synthèse. Effectivement. Il y en a moins, mais il y en a encore. Donc il faut rester vigilant, il ne faut pas s'arrêter au logo bio, mais ça, on commence à l'avoir un peu compris. Tu faisais référence au régime alimentaire, qu'on ne peut pas regarder donc cette consommation d'une façon ponctuelle. En fait, c'est pas parce qu'on consomme un produit ultra transformé qu'on met un danger à notre santé, mais c'est surtout un régime qui est basé majoritairement sur ces produits qui est dangereux. Et sur votre site, vous parlez d'un régime alimentaire préventif basé sur les 3 V, les végétales, les vrais et variés. Bah, je trouvais ça mignon. Que Daniel fuit depuis une semaine. Non, j'y suis depuis un moment, mais pas que. Ah bon? Pas que, mais moi je voulais comprendre parce que j'avais jamais entendu parler de ces régimes-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors, c'est le régime qui a été publié par le docteur Anthony Fardet, un scientifique chercheur avec qui on travaille depuis le début de l'histoire de SIGA, un référent sur les sujets de qualité alimentaire et de santé et population liée à l'alimentation de ces mêmes populations. En fait, ça paraît simple, mais c'est extrêmement puissant ce concept. C'est-à-dire que tous les régimes, quand ils sont préventifs, ils respectent ces 3 règles. Méditerranéen, végétarien, flexitarien, maltais, okinawa respectent les 3 V quand ils sont préventifs. Tout régime qui va à l'encontre de l'une de ces 3 règles est délétère. Si je mange que du végétal ultra transformé, délétère. Si je consomme que de la viande brute, délétère. Si je mange que des carottes brutes sans les varier, délétère. Donc même le régime végétarien, même flexitarien, sur de l'ultra transformé, c'est tout aussi délétère que le régime occidental, hyper protéiné et largement ultra transformé. Sur les 3V, c'est la notion de vrai que je comprends moins. C'est quoi? Ça veut dire vrai au sens pas... Vrai en opposition à l'ultra transformé. Voilà, ça veut dire diminuer pas ultra transformé brut. Enfin, brut ou peu transformé. Et c'est justement là, c'est un des soucis qu'on a avec une catégorie spécifique des produits qui est les viandes à base des protéines végétales, en fait, que souvent elles sont végétariennes, mais elles sont pas vraies. Les galettes végétales, vous voulez dire? Pas les galettes, il y a les galettes et il y a les burgers, on peut même pas les appeler les plus burgers, mais vraiment des steaks végétales, de la viande végétale, ou la viande à base des protéines végétales. Ça, ce sont des produits ultra transformés, parce que pour arriver à avoir une consistance, une texture, une couleur, un goût proche de la viande, avec du végétal, on passe par la ultra transformation. Tout à fait. En fait, pour reproduire les fibres animales, aujourd'hui, on est quasiment systématiquement obligé de passer par ce qu'on appelle des protéines texturées. Donc, c'est
c'est une protéine isolée qu'on est venu, on lui fait subir un procédé de cuisson-extrusion, donc un peu comme un miel pops, un coco pops. Et donc là, on est effectivement dans l'ultra transformé. Et aujourd'hui, c'est difficile d'approcher la texture de fibres de viande à partir du végétal sans passer par l'ultra transformation. Mais après, ça pose aussi la question, est-ce que réellement on a besoin de ces produits-là Enfin, c'est une vraie question, hein, en fait, de créer des produits aujourd'hui dans les rayons frustrés pour ressembler à la viande. Selon vous, il vaut mieux manger de la en viande moindre qu'un steak sans viande. En moindre quantité, parce qu'aujourd'hui, il y a l'impact évidemment de la... On est entre 37 et 42% des apports caloriques sur les Français sur des protéines animales. Il faut diminuer ceci pour des aspects environnementaux et de santé. En revanche, on va pas le remplacer par de l'ultra transformé. Et effectivement, 98% du conventionnel sur ce rayon, c'est ultra transformé, 92% dans le bio. Donc on arrive tout de même à trouver des industriels qui font des recettes exempts de marqueurs sur ces unités de besoin. Et on n'aura pas cette mâche, on n'aura pas cette mâche, on n'aura pas cette texture, mais bon, après, c'est obligatoire de faire appel à ces produits ces ingrédients ultra transformés pour avoir la texture, retrouver la texture d'une viande. C'est logique que faire des fibres musculaires avec du végétal, déjà, il y a un couac. Il n'y a aucun acteur aujourd'hui où c'est même scientifiquement pas possible de reproduire une viande sans utiliser un produit ultra transformé. Même ce qui est aujourd'hui ultra transformé, est-ce que vous les avez goûtés? Est-ce que vous les confondriez avec une viande? Moi, ça m'intéresse pas du tout ces produits. On n'est pas trop dans. Donc, je sais pas où est. Je sais pas où est la quête de mais je pense que la texture. On va pas les citer, mais il y a des marques qui performent dans ce secteur-là. Bien sûr, on a eu. C'est aussi parce qu'il y a une demande des consommateurs, hein, et des consommateurs aujourd'hui qui mangent de la viande ultra transformée en grande distribution, ou à la limite, s'il passe sur la viande végétarienne, au moins. Il a un critère des plus qu'il rajoute dans son régime, c'est qu'il passe en végétarien, parce qu'il passe du ultra transformé à l'ultra transformé. Mais parlons d'autres sujets. Nous, on est très fans ici chez Business of Bouffe. Toute l'équipe, on rate pas un seul épisode des 6 astuces. Je pense que c'est récent. Vous avez lancé ça il y a peut-être quelques semaines, un mois, 2 mois. Ce sont des vidéos sur YouTube où Kelly, tu choisis une catégorie spécifique en grande distribution et tu compares en fait les produits que tu retrouves au rayon et tu nous expliques d'une façon très pédagogique c'est qu'un produit ultra transformé et comment choisir un produit de meilleure qualité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'origine de ces projets? Qu'est-ce que ça vous apporte pour l'instant? Quel était l'objectif? Nous donner un peu plus d'informations sur les coulisses du projet. L'objectif, c'était très simple, c'était rendre accessible les listes d'ingrédients au plus grand nombre, en partant un peu de zéro, puisqu'en fait, on s'était jamais vraiment prêté à l'exercice. Et c'est difficile de parler avec des mots simples quand on parle pourtant de choses qui sont relativement intuitives, parce que tout ce que raconte Siga, c'est très intuitif, hein, c'est très proche de la philosophie de la gastronomie française, du terroir, etc. Mais bon, on a besoin de passer quand même par des décryptages de listes, d'ingrédients, etc. Et là, l'objectif, c'était de se dire, je suis dans un rayon, on me parle d'allégations en tout genre, sur quoi est-ce que je peux réellement m'appuyer, est-ce qu'il y a des astuces simples à retenir, parce que c'est quand même l'objectif, hein, d'avoir des astuces simples. Et puis, in fine, et ça c'est aussi la fin de la vidéo, c'est de se dire mais quels sont les impacts en fait de ces ingrédients, pourquoi ils les utilisent et quel est l'impact après sur la dégustation. Voilà, quand j'ai un jambon qui est trop rose, j'ai du nitrite et le jambon gris est un indicateur de qualité. Et voilà, c'est réapprendre en fait aux consommateurs aussi de l'ingrédient à l'assiette finalement, ce qu'il mange et qu'est-ce qu'il doit retenir pour mieux choisir ses produits. Bien sûr. On a proposé à notre audience, comme d'habitude, de suggérer des questions à vous poser. Et on a eu beaucoup de questions par rapport à Yuka, évidemment. Donc, on a une question de Elisa Toinard qui nous dit qu'est-ce qui vous différencie de Yuka? Même question de la crêperie l'ancienne via Instagram. Quelle est la différence avec Yuka? Donc, ça, c'est, j'imagine, la question que vous pose régulièrement. Alors, Yuka est un des précurseurs en termes d'application pour faire de la transparence aux consommateurs. On a commencé à peu près au même moment avec différents acteurs, dont Yuka, qui a connu une croissance spectaculaire en nombre de téléchargements de son application. Aujourd'hui, ce qui va nous distinguer de cet outil, c'est que nous, on travaille sur une méthodologie
qui nous est propre, qui a été publié scientifiquement, qui s'appuie sur un certain nombre d'études épidémiologiques et dont les résultats renvoyés dans l'application aux consommateurs sont calculés par des scientifiques, du moins vérifiés par des scientifiques. On est aidé avec des systèmes informatiques évidemment pour pouvoir produire un grand nombre d'évaluations. Donc c'est ce qui fait une grande distinction. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui justifie malheureusement ni de la création ni de l'utilisation d'un score pondéré tel produit aujourd'hui par Yuka et d'autres acteurs, je crois, parfois mélangent certaines notions entre elles pour essayer de produire des scores. On regrettera que ceci soit partagé aux consommateurs sans assurance, validation scientifique, sans validation. Ouais. Mais la surtout, conséquence in fine, j'ai l'impression aussi, parce que vous regardez cette histoire de transformation auquel on est sensibilisé depuis ultra transformation décidément. Alors qu'eux, ils sont plus sur un scoring nutritionnel. Alors, il y a effectivement le Nutri-Score qui rentre à 60% dans la composition de leur score. Il y a 10% de points bonus, je crois, pour les produits bio. Et il y a 30% sur un aspect additif de risque. Ils regardent aussi ce facteur d'ultra-transformation ou pas? Alors non, aujourd'hui, ils ne regardent pas l'ultra-transformation. Et d'ailleurs, on l'observe, plus de la moitié des aliments qui sont présentés excellent ou bon, c'est très difficile pour nous d'utiliser ce vocabulaire parce que rien ne justifie ceci, ni même mauvais ou médiocre pour un aliment, on parle bien du régime normalement, sont ultra transformés. La moitié de ce qui est présenté favorable, de même dans le Nutri-Score. Donc il y a une surpondération de l'aspect nutritionnel et ça on l'observait initialement, il y avait des tops par catégorie, je crois, dans l'application et on rentrait dans les biscuits, on voyait les light bio, puis les light, puis les biscuits, même chose pour les desserts lactés. Il suffit d'aller voir un médecin, un diététicien, un professionnel de santé, il vous expliquera que c'est pas les recommandations à renvoyer au grand public. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent la critique quand on a, par exemple, on va dans les rayons foie gras. Évidemment, c'est un produit qui par définition est gras. L'huile, et du coup, il n'aura pas un bon score nutritionnel. Après, ça fait partie d'un régime. Et si on limite la consommation au réveillon de Noël, on va dire que ça n'aura pas un impact très important sur la santé. C'est un très bon exemple. Le foie gras, c'est un reproche qui nous a été fait à plusieurs reprises en expliquant que SIGA ignorerait l'aspect nutritionnel. Mais écoutez, peut-être que c'est pas la première clé d'entrée déjà pour évaluer les aliments. L'aspect nutritionnel est effectivement, quand on est sur un foie gras, on va pas aller comparer les teneurs en gras, on va aller regarder qui a mis du vrai foie gras et qui a rajouté des marqueurs d'ultra-transformation dans sa recette et le pourcentage de variation de gras ou de sel dans cette recette. Au niveau du régime, ça va pas réellement importer. Donc, même dans les foie gras, on distinguera avec des médailles des articles qui sont exempts de marqueurs d'ultra-transformation en opposition à ceux qui en présenteraient. Mais pour être clair, vous, mais tu l'as dit, vous couvrez pas du tout l'aspect nutritionnel, évidemment. Alors, en réalité, si. Ouais, en réalité, si, mais sous une autre manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que les aliments qui seraient naturellement gras ou naturellement sucrés seraient délétères pour la santé. D'accord. C'est-à-dire qu'on a même des études qui montrent que les fruits naturellement sucrés sont protecteurs du diabète. D'accord. Que les fromages, matrices naturelles, les gras saturés présents, sont protecteurs des maladies cardiovasculaires. Tu sais que tu me fais plaisir, là. Donc, et à bien des personnes, j'imagine. Par contre, c'est cool, je vais manger du fromage. Par contre, du coup, ce qu'on va devoir observer, c'est où est-ce qu'il y a des ajouts de gras succel. Et c'est là où Nova a été très performant, et on le reprend dans SIGA, c'est qu'on distingue les aliments transformés où il y a des ajouts de gras succel. Donc, on prend en compte le nutritionnel de cette manière. Et ensuite, quand on constate des ajouts, on vient distinguer les aliments qui sont équilibrés en opposition à gourmands, parce que gourmands, on a dépassé les seuils de la FSA. Donc, il n'y a pas de pondération chez SIGA et c'est ce qui est reproché aux autres scores par la communauté scientifique. Des personnes qui ont dit, je vais noter de 1 à 5 le nutritionnel, de 1 à 5 cet aspect, de 1 à 5 cet aspect et faire une moyenne. Ben, ceci n'a aucune justification scientifique. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est pas le gras ou le sucre qui est préjudiciable, c'est le mauvais gras et le mauvais sucre, c'est ça? Particulièrement, oui, vraisemblablement. Et effectivement, est-ce qu'il a été ajouté et puis le process d'incorporation de ces... Ok, tout à fait. clair. Bah, il y a juste une dernière question pour arrêter avec la comparaison avec Yuka, mais c'est vraiment ce qu'on me disait Philibert. On a eu beaucoup de questions et je pense que ça vous arrive tout le temps parce qu'en termes de notoriété, aujourd'hui, Yuka a une notoriété qui est très très forte. Il y a aussi Sparluette via Instagram qui dit si une bonne note sur SIGA est mauvaise sur Yuka, que faire? Bah, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer en fait. C'est que ce sont des choses qui sont pas forcément comparables en fait. Si la note est bonne sur SIGA et qu'elle est mauvaise sur Yuka, c'est qu'a priori nutritionnellement, c'est quelque chose qui va être sous la moyenne du régime.
Donc on va pas le surconsommer, sinon on va abaisser la moyenne de son régime et être vers davantage de gras, de sucre et de sel. Voilà. En revanche, si le produit est très bien noté sur Yuka et qu'il est mal noté sur SIGA, je vous inviterai à faire tout de même attention dans ces achats, parce qu'on le sait, les aliments ultra transformés, quelle que soit leur valeur nutritionnelle, même positive, quand surconsommés, participent de régimes alimentaires délétères. On parle business. Ouais, du chiffre. On s'appelle Business of Bouffe. J'avais oublié parce que c'est très technique ces podcasts aujourd'hui. On a moins parlé business pour le moment. Mais on apprend plein de choses, c'est passionnant. Justement, on a une question d'Alice Landreau qui nous connaît bien, donc elle dit c'est certainement une question qu'on va aborder. Quel est le business model de l'appli ? Il n'y a pas de business model sur l'application SIGA. Sur l'appli. Non, pas sur l'application. Donc l'application, c'est un outil qui est entièrement gratuit, mis à disposition du grand public. On récolte aucune information personnelle. On garantit qu'il y a une information validée scientifiquement sur l'exhaustivité des produits qu'on a pu évaluer dans cette application, avec une expérience qui nous est propre, un catalogue où on rentre par les médaillés. On préfère cette expérience-là à l'expérience de scan à tout va. On propose toujours des alternatives quand les produits sont mal évalués. On n'est pas dans un jeu simplement de stigmatisation ou être anxiogène. Il vaut mieux être positif et aller vers directement les meilleurs articles. Il n'y a pas d'offre premium chez vous. Tout est gratuit. Non, tout est gratuit. Alors, maintenant, comment tu payes tes factures ? Alors, SIGA déjà est soutenu par la BPI. D'accord. Donc financièrement, on a aussi des investisseurs qui sont rentrés au cours d'une levée de fonds effectuée début 2019. Et aujourd'hui, ce que nous, on facture comme service, c'est les accompagnements que l'on propose à l'industrie agroalimentaire. Donc on travaille avec les industriels sur leurs produits pour les comparer au marché, les aider à améliorer leurs recettes et le valoriser. Et ça, tu factures. Oui. Ton business model, il est là. Exactement. C'est pas le consommateur qui paye, c'est l'industriel, parce que vous avez aujourd'hui une compétence pour les accompagner, pour améliorer leur process. Alors, je dirais même qu'on est les seuls aujourd'hui à maîtriser cette expertise-là et à être capable d'identifier non seulement les marqueurs, mais ensuite pouvoir améliorer les produits. Et comment vous améliorez concrètement ? Vous proposez des alternatives, en fait, vous pouvez remplacer, parce qu'elles sont assez évidentes. Moi, je sais que les sirops de glucose doivent coûter la moitié du vrai sucre, donc c'est un choix économique, c'est pas un choix parce que par rapport à la qualité, en fait. Alors, sur cet ingrédient, effectivement, mais c'est pas toujours un choix économique. Il y a aussi, vous le disiez, ces produits sont apparus dans les années 80, sont multipliés, puis il y a des recettes qui ont évolué force de tests consommateurs, où on est venu rajouter tel marqueur, puis un autre, puis diminuer la quantité du premier, augmenter celle du deuxième, retirer le troisième et en mettre un quatrième. Donc on se retrouve parfois avec des produits où il y a même des ingrédients qu'on peut tout simplement retirer parce qu'ils n'ont plus lieu d'être dans la recette pour atteindre les mêmes objectifs organoleptiques. Effectivement, il y aura des endroits où il va y avoir des changements de coûts, mais peut-être que ceci peut être valorisé vis-à-vis du consommateur par l'obtention de médailles, la présentation de ceci au conso. C'est une notion qui va être de plus en plus entendue par les consommateurs et demandée. Ça fait une dizaine d'années que tout le monde veut du clean. On a identifié les additifs, on a identifié, vous en parliez, antioxydants conservateurs, on a parlé de certains sucres hydrolysés pour les plus experts, d'arômes artificiels aussi pour les plus attentifs. Maintenant, il y a une constante derrière chacun de ces ingrédients que je viens de citer, ce sont des ultra transformés. Donc ce concept vient un peu réexpliquer et donner des bases, un fil rouge pour toute l'industrie et le consommateur aussi dans ses choix. En revanche, il y a une autre question aussi sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est Alizé sur LinkedIn qui demande si vous avez subi des pressions de la part de certaines marques. Y a-t-il des marques qui se sont rapprochées de vous afin d'obtenir des conseils pour améliorer les scores de leurs produits ? C'est votre business model. Ou bien qu'au vu de leurs notes... au vu de leurs notes, qui sont la question, je simplifie, pardon. Est-ce que vous avez subi des pressions et surtout, est-ce que les marques viennent vers vous d'une façon proactive pour demander du conseil, pour se faire accompagner ? Alors sur le second aspect, oui bien sûr, il y a des marques qui viennent de manière proactive. Un certain nombre sont présentés sur notre site internet. On a vu, donc oui, il y en a qui ont fait évoluer vers le haut leurs notes avec du retravail, avec du retrait de marqueurs d'ultra-transformation, avec les conseils prodigués par Kelly et nos ingénieurs pour venir améliorer les recettes très concrètement avec des astuces au niveau de la ligne de production ou même de la recette des ingrédients utilisés. Pour ce qui est des pressions, je sais pas ce qu'on entend par pression, comment on le définit. Maintenant, c'est un concept. T'es quand même venu avec un garde du corps. Non, mais je regarde souvent derrière moi. Ouais, c'est ce que je remarque. Non, alors. Une plaisanterie.
Pas directement, mais parfois effectivement on se pose des questions sur certains messages qui sont envoyés par des associations industrielles sur nos concepts ou sur notre science ou des choses qu'on va lire dites par même d'autres équipes scientifiques qui manifestement témoignent d'une non-lecture de nos papiers avec des raccourcis qui sont faits vis-à-vis de pseudo-validation de ce que l'on ferait, par exemple, sans aller regarder ce que précisément a été publié, donc revu par les pairs. C'est là que s'observe la validation scientifique. Outre ceci, aujourd'hui, nous, on n'a pas reçu de courrier d'avocat en direct tel que ça a pu être fait sur d'autres applications, mais bien sûr, les industriels, interprofessions sont attentifs au développement de ce type de solutions et donc nous sollicitent très régulièrement pour mieux comprendre les évaluations que l'on fait de leurs produits. À date, on n'a pas eu plus de pression que ceci. On a fait quand même énormément de réunions avec des acteurs publics et frontalement, en fait, on a quand même, ça faut le dire, on n'a jamais eu de frontalement dans les réunions des gens qui s'opposaient à ce qu'on disait. Ça se passe tout relativement dans l'ombre quand il peut y avoir des pressions, mais en tout cas, on est réellement pris au sérieux et on est invité. Et ça vous arrive des marques qui ont vu qu'ils étaient notés 7 ultra transformés, qui ont changé leur composition et qu'ensuite vous contactent pour demander une réévaluation de leurs produits? Bien sûr, ça arrive tous les là, jours. Vous sentez que vous avez de l'impact. Tout à fait. Il y a des choses qui sont très fortes en train de se passer. C'est-à-dire qu'en termes d'impact, aujourd'hui, on monitore des assortiments entiers type Franprix. On fait aussi Biocop sur toute la marque propre. Là, c'est en on mission, a un partenariat avec Métro, donc on fait des évaluations pour eux. Après, on arrive avec des détails versus le marché, des pistes pour aller améliorer très concrètement leurs recettes, jusqu'à parfois des accompagnements de leurs propres fournisseurs parce que eux cherchent des solutions aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit conflit d'intérêt à un moment quand vous travaillez pour eux pour améliorer leurs recettes? Derrière, si vous notez leurs produits, vous avez un peu tendance à mettre une meilleure note. Oui, ça aussi, c'est souvent ce qui nous a été présenté. En réalité, en fait, la note... ma question n'est pas originale. Ouais, non, mais la note, elle découle d'une méthodologie qui est publiée et qui se réfère aux ingrédients qui sont présentés légalement sur la liste d'ingrédients. Donc, en fait, on est capable de justifier de chacune de nos évaluations. C'est ça qu'on n'est pas revenu sur votre procédé. Concrètement, vous ne faites pas une analyse chimique de tous les produits, c'est que vous prenez la liste d'ingrédients et vous croisez avec votre liste. Enfin, il y a un algorithme qui tourne et qui sort une note, quoi. Pendant 3 ans, on a étudié plus de 20 000 termes et ingrédients au regard de la documentation technique. Comment est-ce que ces ingrédients sont produits pour pouvoir les classer en termes d'ultra-transformation ou non. Et on est allé vérifier avec toute la réglementation parce que ceci est défini au niveau européen. Et donc, ceci est regroupé dans des outils informatiques. On lit les informations légales pour produire des préanalyses qui sont ensuite vérifiées par les scientifiques. Ouais, donc c'est relativement objectif. Et si on parle des clients, parce que là c'est intéressant, on a vu récemment, même en octobre, Biocop, qui vous êtes apparemment très proche des Biocop, donc on aimerait déjà comprendre un peu la relation qui existe entre les deux parties, et surtout si vous pouvez nous donner peut-être des exemples des clients avec qui vous travaillez aujourd'hui aussi. Alors Biocop, ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux, notamment sur la marque propre. Effectivement, une prise de parole récente dans les médias et vis-à-vis du grand public sur le sujet de l'ultra-transformation par l'enseigne. On sait que Biocop, c'est l'un des cahiers des charges les plus engagés, je pense même mondialement, en termes de qualité et sur tous les aspects de la durabilité, au-delà de la santé. Bien couvert déjà sur Business of Bouffe, mais on confirme cette perception. Ouais. Et de fait, l'ultra-transformation est aussi un sujet que souhaite adresser aujourd'hui Biocop, avec effectivement des assortiments qui sont plus intéressants du fait du réseau SP, sans doute du fait des propres engagements initialement de l'enseigne, mais encore certains marqueurs qui apparaissent dans les recettes et donc de plus en plus d'engagement de la part de l'enseigne à venir cleaner ceci et d'ailleurs à en faire la transparence au grand public puisqu'on va retrouver sur leur e-commerce les évaluations SIGA. Donc qu'est-ce que fait une enseigne? C'est qu'elle va proposer de la visibilité, c'est pas qu'elle va shooter les produits qui sont mal notés, c'est qu'elle va offrir de la visibilité à ses consommateurs en disant attention, là on est face à un produit. Alors il y a différentes manières de travailler. Chacune des enseignes que j'ai citées, Franprix, Biocop, font transparence aux consommateurs sur leur application et ou e-commerce lorsqu'ils les ont, avec les notes SIGA, avec les éventuelles médailles.
Ensuite, la stratégie de l'enseigne. Elles valorisent ceux qui sont bien notés, mais elles vont pas dévaloriser ceux qui sont. Ils vont jouer la transparence. Ouais. Donc, pourquoi effectivement, ils suppriment pas les produits parce que s'ils veulent aller au bout de la démarche. Parce que au niveau du goût, toi en tant que consommateur, tu peux l'aimer. On va pas sortir le Coca-Cola tout de suite. Tu vas l'utiliser avec parcimonie. Exactement. Voilà. Donc eux font transparence. Foie gras, quoi. Voilà. Et ils prennent peut-être aussi mesure de leur responsabilité. C'est quelque chose qui a été dit par une des personnes d'Auchan, actionnaire historique. Effectivement, l'industrie agroalimentaire est assise sur une problématique qui pourrait se révéler assez conséquente dans quelques années, c'est-à-dire que la masse d'aliments ultra transformés vendus aujourd'hui et les associations que l'on commence à observer en termes de santé pourraient peut-être un jour leur être reprochées. Dans cette optique, j'imagine qu'un certain nombre d'industriels et de distributeurs vont davantage vouloir faire aussi transparence sur cette notion pour effectivement pouvoir montrer aux consommateurs que ces articles parfois sont ultra transformés. Après, pour ce qui est des logiques d'assortiment, il y a différentes choses. Il y a différents curseurs. Chaque enseigne travaille différemment. Est-ce qu'on reformule? Est-ce qu'on retire? Est-ce qu'on développe de nouveaux articles? On améliore? Ça va dépendre des chiffres, des rotations, de la possibilité de le faire en termes de ligne de production, de coûts, etc. Il faut bien voir, mais que c'est beaucoup plus facile pour un distributeur de travailler sur sa marque propre. Et en l'occurrence, Biocoop, eux, s'engagent avec un cahier des charges très strict d'un point de vue transfo sur leur marque propre. Ils vont aller jusqu'à la sélection de produits en marque nationale. Mais là, on peut comprendre que c'est plus long, évidemment, puisque... Mais c'est aussi des choses qu'on est en mesure de monitorer. Du fait de produire les notes à partir des informations légales. Je n'ai pas besoin de contacter l'industriel A pour pouvoir produire des notes pour le distributeur B. Et c'est déjà des choses que l'on fait où les distributeurs peuvent observer leur assortiment de marques nationales et ainsi prendre aussi de meilleures décisions de référencement sur les marques nationales. Chouette, très clair. Si on finit sur les business models, donc tu as mentionné une levée de fonds en 2019. Aujourd'hui, vous vous autofinancez, vous êtes rentable, vous arrivez à vous autofinancer ou vous envisagez une nouvelle levée de fonds par la suite? On n'est pas encore rentable aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup et il y a encore beaucoup d'investissements qui ont été portés par SIGA, notamment sur de développement technique. Sur l'appli ? Alors, davantage sur nos algorithmes et outils d'aide à l'évaluation. C'est assez complexe quand même à partir de la liste d'ingrédients, en étant conforme à la science et à la réglementation, de produire les évaluations. Donc ça nous a demandé de forts développements. De développement scientifique aussi, sur travailler sur nos bases, travailler sur nos publications pour pouvoir présenter ça à la communauté scientifique, la faire review et publier, comme je le rappelais en début de cette année. Il va falloir effectivement que on travaille à l'accroissement de nos partenaires pour avoir davantage de chiffre d'affaires et vraisemblablement nous allons effectuer une prochaine levée de fonds pour poursuivre ce développement. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que ce sujet est en train de fortement se développer non seulement en France mais au niveau européen et international. Et SIGA, force est de constater, est l'un des acteurs les plus mieux positionnés mondialement sur ce sujet, oui. Votre rayon d'action, c'est France ou justement vous avez des clients à l'étranger? Alors, on travaille avec des acteurs à l'étranger, francophones majoritairement. On a déjà fait ponctuellement des opérations pour des Allemands, pour des Suisses, pour des personnes au Royaume-Uni, même au Brésil, je crois. Donc, on est en capacité de travailler avec d'autres acteurs pour avoir un déploiement massif avec application, beaucoup de produits évalués. Il faudra qu'on travaille un petit peu plus sur nos bases de données et la possibilité d'en faire les traductions, mais c'est un des objectifs vraisemblablement que l'on va se fixer avec les prochaines levées. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs européens ou à l'international, américains, en Asie, qui s'intéressent de la même façon aux produits ultra transformés? Alors, ce qu'il faut comprendre sur le sujet de l'ultra-transformation, c'est que le concept, il est apparu en 2009 au Brésil, dans les laboratoires scientifiques, que depuis, les études se multiplient, mais que ça n'a pas encore été amené à la société. Donc, on a par exemple au PNNS français un objectif de réduction de 20% de la consommation d'aliments ultra-transformés, mais aucun outil n'a été associé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outil pour les industriels mieux produire, il n'y a pas d'outil pour les distributeurs, les restaurateurs collectifs, les collectivités, collèges, lycées pour mieux acheter, et il n'y a pas d'outil mis à disposition du consommateur non plus. Cet outil que propose SIGA aujourd'hui, c'est unique, c'est inédit, il y a pas d'autre équipe scientifique qui a amené un tel outil qui fonctionnera à partir des informations légales, européennes, rigoureux, c'est unique. C'est très très clair. Tu as d'autres questions, Philibert? Pas d'autres questions. Est-ce que nous, on n'a plus de questions? Est-ce que vous voulez dire d'autres choses avant de terminer?
Il y a des messages que vous souhaitez passer, non? Chercher des investisseurs pour la levée de fonds. Avec grand plaisir pour échanger avec des investisseurs qui seraient intéressés par cette thématique qui est grandement positive pour la santé et pour l'environnement. Moi, j'aimerais peut-être ajouter quelque chose. On parlait de complexité tout à l'heure et Kelly le rappelait. En fait, c'est très intuitif ce que l'on fait. Hein. Il faut revenir au bon sens. Hein. Il faut pas regarder des dizaines d'indicateurs. Ce qu'on espère même, c'est qu'un jour, les gens puissent s'extraire de l'indicateur SIGA en retenant les simples qualificatifs qu'on attribue pour justement qualifier les produits. Pas transformé, peu transformé, transformé, j'ai mis du gras succel, ultra transformé, j'ai des marqueurs. Si déjà les gens pouvaient repartir avec ça, ce serait un grand progrès. Et si ensuite ça pouvait peut-être instaurer un changement de comportement, eh bien je suis convaincu que ce serait meilleur pour eux, leur santé. Après, il y aurait une solution, mais on peut pas tous le faire. C'est juste de cuisiner soi-même et travailler que des produits frais. Là, à ce moment-là, on est tranquille. Il y a pas, on est d'accord, il y a plus de produits ultra transformés. Ou quand on cuisine nous-mêmes, c'est pas si facile quand que on cuisine ça. nous-mêmes, est-ce que on en crée ou est-ce qu'on en utilise? Typiquement, si vous achetez du jambon, même chez votre charcutier, en fait, qui vous dit qu'il n'y a pas des nitrites, du dextrose, des arômes naturels. Bouillon en poudre. On n'est jamais tranquille quand même. Quel jambon vivre avec cigare. Quel jambon, quel bouillon, quelle pâte. Voilà. Quelle pâte à tarte. À chaque fois qu'il y a plusieurs listes d'ingrédients. On a appris hier dans sa vidéo. En fait, on va diffuser dans 3 semaines. Donc, bon, la vidéo, elle aurait déjà quelques semaines, mais que, en fait, certaines pâtes qu'on retrouve dans la grande distribution, pas certaines, la majorité, elles ont des indicateurs d'ultra transformation. Bien sûr. Donc, on peut faire une tarte maison avec une pâte industrielle. Il faut privilégier t'as raison, et même des pâtes. Donc, c'est un très bon conseil, de cuisiner davantage. Maintenant, c'est quelque chose qui est aussi compliqué de suivre pour tout le monde. C'est pas réaliste pour tout le monde. Ce qu'on observe, nous, dans les études, c'est qu'on va consommer de plus en plus industriel en France, dans le monde. Maintenant, quelle industrie? En fait, l'industrie, elle n'est pas en soi mauvaise. Il y en a un gros mot. Il y a bien des industriels qui travaillent très bien. Permet à une certaine partie de l'industrie de travailler de mieux en mieux. Parce qu'au début, du coup, quand on parlait de pression, au début, y a certains représentants de l'industrie essayaient de faire passer le message que SIGA s'attaquait à l'industrie en disant industrie égale ultra transformée, alors que depuis le début, on a bien expliqué que non, dans l'industrie, il y a non seulement de l'ultra transformation, mais il y a toujours eu du simplement transformé ou du peu transformé. Vous devez être un partenaire de l'industrie pour qu'elle produise mieux. Oui. C'est ça. Ce qu'on a conscience, c'est que le mur, il est là dans 20 ans, donc en termes de santé, en termes environnementaux. Donc si on veut changer les choses très concrètement, il faut peut-être utiliser aussi les forces en présence, qu'elles soient petites, donc des petites PME qui s'engagent, qui ont envie de très bien travailler sur leur axe, et aussi des grands groupes qui aujourd'hui travaillent bien ou qui demain travailleront mieux. C'est un peu un sujet qu'on a évoqué avec les fondateurs des terroirs d'avenir. En fait, l'enjeu, c'est pas d'avoir plus des petits maraîchers qui se mettent à produire, c'est comment transformer l'agriculture qui produit pour nourrir la France en quelque chose de plus qualitatif. Et c'est pareil, c'est comment on fait pour faire évoluer l'industrie agroalimentaire en quelque chose qui produit des produits de meilleure qualité, quoi. Bien, surtout qu'en plus l'ultra transformation s'attaque un petit peu à ce monde agricole in fine, puisqu'on n'est pas peu fiers de l'industrie, de l'agriculture qu'on a en France, avec de grands savoir-faire, beaucoup de qualité, et qui finalement vont peut-être se retrouver fracassés au milieu, excusez-moi pour le terme, mais d'arômes extraits, texturants, et donc ça traduit aucunement la qualité de ce qui est produit aujourd'hui aussi par ces personnes. Et je crois qu'au passage, beaucoup de marge leur est prise. Ça, c'est un autre sujet. On va laisser ça pour un autre épisode. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Passionnant. Et voilà. Merci à vous. Et on vous souhaite beaucoup de succès dans votre développement. Merci bien. Merci. Salut.